Je suis assis dans une chambre sans décoration, au troisième étage d'un immeuble administratif fermé depuis des mois. La lumière vient d'un néon que je n'ai pas éteint. Il bourdonne. À ma droite, un sac en toile contenant uniquement des papiers. À ma gauche, un téléphone éteint depuis hier. J'enregistre ceci parce que plusieurs personnes ont déjà parlé à ma place. Certaines ont parlé trop tôt. D'autres ont menti. Depuis 3 semaines, mon nom circule dans des articles que je ne lis pas jusqu'au bout. On y associe des mots comme effondrement, montage, enquête préliminaire. Un ancien associé a tenté de se suicider. Un autre a disparu de l'espace public. Une fondation caritative a été dissoute en 48 heures. Je n'éprouve rien de précis face à ces faits. Je les énumère pour qu'ils existent dans un ordre compréhensible. Il est 002h17. La date du jour figure sur le document posé devant moi, 14 mars. Le chiffre 14 revient souvent depuis quelques mois. Je n'ai jamais cru aux coïncidences, mais je les note désormais. Sur la première page du dossier, un nom apparaît à plusieurs reprises, Valin. À la page 8, une somme est entourée au stylo bleu, 2 430 000. Je ne préciserai pas ici pourquoi. Pas encore. Ce serait inutile sans le reste. Je ne ressens ni triomphe ni regret. Seulement une impression de fin imminente, comme lorsque l'on attend qu'un ascenseur arrive au dernier étage et que l'on connaît déjà le bruit exact qu'il fera en s'arrêtant. Le temps ne s'étire pas. Il se ferme. Si quelqu'un écoute cet enregistrement plus tard, il lui manquera une chose essentielle pour comprendre ce qui s'est produit. Ma vie d'avant. Elle n'a rien d'exceptionnel. C'est précisément pour cela qu'elle doit être décrite. J'ai 38 ans. Je m'appelle Julien Morel. J'ai vécu à Lyon pendant 12 ans, dans le 6e arrondissement, rue Cuvier. Un appartement de 62 mètres carrés, acheté à crédit. 2 chambres dont une servait de bureau. Je travaillais dans la finance structurée, sans spécialisation visible pour un profane. En pratique, j'optimisais des flux, je rédigeais des notes de risque, je validais des montages que d'autres présentaient ensuite comme des idées neuves. Je partais chaque matin à 7h42. Toujours le même café, sans sucre, toujours la même boulangerie, même si le pain y était médiocre. Je notais mentalement les variations. Le prix du croissant avait augmenté de 10 centimes en 3 ans. Je trouvais cela excessif, mais je payais sans commentaire. J'aimais la régularité. Elle donnait l'illusion d'un contrôle. Au bureau, personne ne parlait fort. Nous nous appelions par nos prénoms, mais rien n'était intime. Mar, Étienne, Claire, Sophie. Les réunions duraient trop longtemps. Les décisions se prenaient ailleurs. Je savais cela et je l'acceptais. Mon rôle consistait à sécuriser ce que d'autres voulaient au risquer, puis à en assumer silencieusement la cohérence. Je gagnais correctement ma vie. 6 300 € net par mois. J'épargnais 1 500 €. Je n'avais pas de dette autre que mon crédit immobilier. Je n'avais pas d'enfant. J'étais séparé depuis 2 ans de Hélène Bocan sans conflit notable. Nous nous écrivions parfois pour des raisons pratiques. Je n'ai jamais ressenti le besoin de reconstruire quoi que ce soit après elle. Le soir, je rentrais à pied, 37 minutes exactement. J'écoutais rarement de la musique. Je préférais le bruit de la ville, les conversations incomplètes, les moteurs. Je dînais tard, souvent froid. J'ouvrais mon ordinateur pour vérifier des chiffres que je connaissais déjà. Puis je me couchais. Rien ne laissait présager une rupture. Aucun signe évident. Pas de menace, pas d'altercation. Seulement une série de petits ajustements, imperceptibles sur le moment. Un mail sans réponse, une réunion déplacée, une signature manquante sur un document pourtant validé la veille. Le dernier jour avant que tout ne bascule était un mardi. Il pleuvait légèrement. J'ai quitté l'appartement à l'heure habituelle. J'ai fermé la porte à clé. J'ai pensé, sans raison particulière, que je devrais changer la serrure. Je ne l'ai jamais fait. La pluie avait cessé quand je suis arrivé au bureau ce mardi-là. Le hall sentait le produit d'entretien. Rien d'inhabituel, j'ai badgé. L'ascenseur était en panne comme souvent. J'ai pris l'escalier, 5 étages, sans m'arrêter. À l'étage, plusieurs portes étaient enfermées, alors qu'elles ne l'étaient jamais à cette heure. J'ai noté ce détail sans lui accorder de valeur. Sur mon bureau, l'ordinateur était allumé. L'écran affichait un message d'erreur indiquant une tentative de connexion échouée. J'ai pensé à une mise à jour. J'ai entré mon mot de passe. Refus. Une seconde fois. Refus. J'ai regardé autour de moi. Claire Shaw m'a évité du regard. Marc et Bassan n'étaient pas là. Étienne parlait à voix basse dans une salle de réunion vitrée. À 9h12, j'ai reçu un courriel du service des ressources humaines. Objet, convocation. Une phrase unique, impersonnelle, sans formule de politesse. Salle B204. 9h30. J'ai fermé ma messagerie sans répondre. J'ai attendu l'heure exacte. Je n'aime pas arriver en avance dans ce genre de situation.
Cela donne l'impression de demander quelque chose. Dans la salle, il y avait 3 personnes. La responsable RH que je connaissais à peine, un avocat externe et Jbeto Markejman. Il ne m'a pas regardé. Il a fixé la table comme s'il y cherchait une information manquante. La responsable a parlé la première. Sa voix était neutre, trop travaillée. Elle a évoqué une situation grave, des incohérences comptables, une enquête interne. L'avocat a posé devant moi un dossier cartonné. Mon nom figurait sur la tranche. On m'a laissé le temps de lire certains passages, des tableaux que je reconnaissais, des montages auxquels j'avais participé. Mais les conclusions étaient fausses, les responsabilités inversées. Certaines signatures apparaissèrent sur des pages que je n'avais jamais vues. J'ai signalé une erreur précise, ligne 47, colonne D. L'avocat a noté quelque chose sans répondre. Puis le mot a été prononcé. Signalement. À l'autorité des marchés financiers, à la justice. À titre conservatoire, mon accès aux systèmes était suspendu. Je devais rendre mon badge, mon ordinateur, mon téléphone professionnel. On me conseillait de consulter un avocat. La réunion a duré 23 minutes. Je suis sorti sans élever la voix. Dans l'ascenseur qui fonctionnait de nouveau, je me suis vu dans le miroir. J'avais l'air normal, c'est ce qui m'a le plus surpris. Les jours suivants se sont déroulés selon une logique qui m'échappait. Une perquisition à l'appartement. 2 policiers corrects, précis. Ils ont emporté des disques durs, des classeurs, mon agenda papier. Le voisin du dessus a observé la scène depuis le palier. Il m'a salué comme d'habitude. Mon compte bancaire a été temporairement bloqué, par précaution. J'ai appelé Hélène Tatsan pour l'informer. Elle a écouté en silence, puis a dit qu'elle espérait que tout s'arrangerait. Nous n'avons plus reparlé. L'enquête a pris de l'ampleur. Des articles sont parus. Toujours les mêmes termes. Montage opaque, cadre clé, soupçon sérieux. Mon nom apparaissait parfois en entier, parfois réduit à une initiale. J'ai cessé de les lire. Je reconnaissais les citations. Elles venaient de personnes que je connaissais. Certaines étaient exactes, sorties de leur contexte. D'autres étaient inventées. Mon avocat parlait de temps, de procédure, de patience. J'ai découvert que le temps ne s'écoule pas de la même manière quand on n'a plus d'emploi, plus de rôle défini. Les journées se dilataient. Je marchais beaucoup, je comptais mes dépenses. Le café est devenu un luxe occasionnel. Le procès a eu lieu 18 mois plus tard. Les faits étaient déjà figés dans l'opinion. La défense technique importait peu. Les jurés n'aimaient pas les chiffres. Le verdict était tombé un vendredi après-midi. Coupable. Peine de prison ferme. Interdiction d'exercer. Je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai seulement noté que Mark Keller n'était pas présent dans la salle. La prison n'est pas violente comme on l'imagine. Elle est répétitive, les mêmes murs, les mêmes horaires, les mêmes conversations inachevées. J'y ai perdu la notion des saisons. J'y ai gagné autre chose, plus diffus. Une attention accrue aux détails inutiles. Les habitudes des surveillants, les tics de langage des autres détenus. À ma sortie, personne ne m'attendait. J'avais un sac en plastique avec mes affaires. 1200 € sur un compte restitué. Aucun projet, aucun appel manqué. J'ai pris un train pour Lyon. Dans le wagon, 2 hommes parlaient d'un fonds d'investissement récemment récompensé par la presse économique. J'ai reconnu le nom. Valin Capital. J'ai continué à regarder le paysage défiler, sans expression particulière. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je serais seul avec ce que je savais encore. Je me suis réinstallé dans l'appartement sans difficulté. La serrure n'avait pas été changée. À l'intérieur, rien n'avait bougé, sauf la poussière. Les policiers avaient été méthodiques. Les objets déplacés étaient revenus à leur place approximative, jamais exactement. Cela me donnait une impression constante de décalage. J'ai nettoyé lentement, pièce par pièce, comme si j'inspectais un lieu qui n'était plus le mien. Les premières semaines, j'ai vécu avec une précision excessive. Chaque dépense était notée. L'électricité, l'eau, la nourriture. Je savais exactement combien de jours je pouvais tenir sans revenu. Je dormais peu, 3 heures par nuit, parfois 4. Le reste du temps, je restais allongé, les yeux ouverts, à rejouer des scènes sans parvenir à les modifier. Je me suis inscrit à Pôle emploi par obligation administrative, sans conviction. L'entretien a duré 10 minutes. La conseillère n'a pas su quoi faire de mon dossier. Trop spécialisé, a-t-elle dit. Elle a souri comme si c'était un compliment. Je n'ai pas répondu. Les offres proposées n'avaient aucun rapport avec mon parcours. Je les ai classées dans un dossier que je n'ai jamais rouvert. L'argent diminuait régulièrement. Je cuisinais des plats simples, pâtes, riz, conserves.
J'ai vendu quelques objets sans valeur affective. Une montre, une chaîne hi-fi. Les livres, je les ai gardés. Je ne les lisais pas. Je savais où se trouvèrent les phrases importantes sans avoir besoin de les relire. Les nuits restèrent les plus difficiles. Le silence faisait remonter des fragments précis. Des mails que j'avais écrits. Des réunions où j'avais parlé trop clairement. Je comprenais progressivement que certaines de mes analyses avaient été utilisées contre moi. Déplacées, reformulées, signées par d'autres, ce constat n'était pas accompagné de colère, seulement d'une forme de fatigue. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans logo. À l'intérieur, un relevé bancaire anonymisé, imprimé en noir et blanc. 3 virements identiques, espacés de 6 mois. Chacun d'un montant de 810 000 euros. Le nom de l'émetteur était masqué, mais la structure m'était familière. J'ai rangé le papier sans chercher à comprendre comment il était arrivé là. Je n'avais plus la force de m'étonner. J'ai recommencé à sortir davantage. Je marchais dans des quartiers où je n'avais jamais eu de raison d'aller. J'observais les vitrines, les habitudes des gens, les heures de fermeture. Je m'asseyais parfois dans des cafés pour écouter les conversations sans y prendre part. On parlait de croissance, d'optimisation, de réussite rapide, les mêmes mots avec d'autres visages. Un soir, j'ai vu Marcelin pour la première fois, depuis le procès. Il était attablé en terrasse, avenue de Saxe, costume bien coupé, téléphone posé à côté de son verre. Il riait. À côté de lui, une femme plus jeune, attentive. Je suis passé devant eux sans ralentir. Il ne m'a pas reconnu. Ou il a fait semblant. Les jours suivants, cette image est revenue souvent. Pas son visage, son aisance, le fait que rien ne semblait l'avoir atteint. J'ai commencé à lire de nouveau la presse économique, lentement, méthodiquement. Je découpais certains articles. Toujours les mêmes noms revenaient, les mêmes structures, les mêmes succès présentés comme évidents. Je notais des dates, des changements de direction, des créations de filiales. Je ne cherchais pas encore un sens global, seulement une continuité. Je voulais comprendre comment certaines trajectoires pouvaient rester intactes après ce que je savais. Un après-midi, j'ai reçu un message sur un réseau professionnel que je n'utilisais plus. Une demande de contact. Le nom ne m'a rien dit. Le message était bref, trop bref. J'aimerais vous poser quelques questions. Aucune signature, aucune précision. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le message ouvert pendant plusieurs heures. J'ai observé l'écran comme s'il allait se modifier de lui-même. À ce stade, je n'avais encore pris aucune décision. Mais je savais que rester immobile ne suffirait plus. Je n'ai pas répondu au message ce jour-là. Je l'ai laissé glisser dans une catégorie mentale que je réservais aux éléments non urgents mais persistants. À la place, j'ai continué à observer. C'était devenu une habitude, presque une discipline. Observer sans intervenir, noter sans conclure. Je sortais à heure fixe. Le matin tôt, quand la ville est encore fonctionnelle mais silencieuse. En fin d'après-midi, quand les bureaux se vident. Je fréquentais les mêmes lieux que ceux que j'avais connus avant, mais en restant à distance. Je reconnaissais les profils, les mêmes manteaux coûteux portés sans attention, les mêmes conversations interrompues par des appels importants, les mêmes certitudes. Je passais parfois devant l'ancien immeuble de mon entreprise. Les vitres avaient été nettoyées. Le logo était intact, rien ne signalait ce qui s'était produit. À l'intérieur, d'autres occupaient d'eux désormais les bureaux. J'ai observé les entrées et sorties, les horaires, les véhicules. J'ai noté qu'un des cadres arrivait toujours avec 22 minutes d'avance, qu'un autre repartait rarement avant 20 heures. Ces détails n'avaient pas encore de fonction. Ils existaient. Je suivais aussi la trajectoire de Valing Capital. Officiellement. Articles, communiqués, interviews, une croissance maîtrisée, une image lisse, des investissements dans des secteurs présentés comme responsables, énergie, immobilier durable, santé. J'avais participé autrefois à ce type de narration. Je savais où regarder pour voir ce qui n'était pas dit. Les noms revenaient, marquant parfois cités comme consultant externe, Étienne, désormais partenaire stratégique, Claire, mentionnée dans un conseil d'administration secondaire. Personne ne faisait le lien avec moi. C'était logique, mon nom appartenait désormais à une autre catégorie, celle des erreurs corrigées. Je continuais à vivre simplement. L'argent fondait, mais pas assez vite pour m'inquiéter. J'avais réduit mes besoins. Je mangeais peu. Je dormais toujours mal. Les nuits étaient fragmentées. Je me réveillais avec des phrases précises en tête, des extraits de notes internes, des justifications techniques que j'avais formulées des années plus tôt et que je reconnaissais aujourd'hui dans des documents publics, légèrement modifiés. Je me suis rendu à plusieurs conférences ouvertes, inscriptions gratuites, buffets discrets. Je restais en retrait. J'écoutais.
Certains intervenants parlaient avec assurance de mécanismes que je savais fragiles. D'autres évitaient soigneusement certains sujets. Je notais qui changeait de ton à quel mot, qui utilisait des généralités pour masquer des zones précises. Personne ne me reconnaissait. Ou alors trop tard, quand je me fondais déjà dans la foule. Cette invisibilité avait un avantage. Elle me permettait d'entendre des choses qui n'étaient pas destinées à être partagées, des phrases lâchées mais trop vite, des plaisanteries maladroites, des allusions à des dossiers sensibles réglés en interne. Un soir, en rentrant, j'ai retrouvé l'enveloppe avec le relevé bancaire. Je l'ai ressorti. J'ai regardé les chiffres, les dates, j'ai fait le lien avec certaines annonces publiques, certaines levées de fonds, certaines acquisitions. Les correspondances étaient imparfaites, mais suffisantes pour éveiller une hypothèse. Je n'ai pas cherché à la vérifier immédiatement. Le message sur le réseau professionnel était toujours là. J'ai fini par cliquer sur le profil de l'expéditeur. Peu d'informations. Une photo neutre. Un parcours volontairement flou, aucune recommandation. Cela m'a paru cohérent. J'ai répondu par une phrase simple. De quelle question s'agit-il ? La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. De choses que vous connaissez déjà. Rien de plus. J'ai éteint l'ordinateur. Je suis resté assis longtemps dans le noir. Je pensais à la facilité avec laquelle certaines structures se maintiennent, même quand leur base est compromise. Je pensais aussi à la quantité d'informations qui restent inutiles, tant qu'elles ne sont pas déplacées au bon endroit. Jusqu'ici, je m'étais contenté de constater, de regarder les autres avancer comme si rien ne s'était produit. Cette posture avait ses limites. Elle me protégeait, mais elle m'épuisait. Ce soir-là, sans formuler encore quoi que ce soit de précis, j'ai admis une chose. Observer ne suffisait plus. Il faudrait, à un moment donné, intervenir. Cette admission n'a pas provoqué de soulagement. Elle a seulement déplacé le poids. Jusqu'alors, je pouvais prétendre que rien ne dépendait de moi, que les faits suivraient tout leur cours sans intervention. À partir de ce moment, cette position n'était plus tenable. Je n'ai pas répondu immédiatement au second message. J'ai attendu 2 jours. Pas par stratégie. Par inertie. Durant ce laps de temps, j'ai relu certains documents que j'avais conservés malgré les saisies. Des versions imprimées, annotées à la main, des tableaux intermédiaires, des hypothèses écartées lors de réunions dont je me souvenais très bien. À l'époque, elles avaient été jugées trop risquées, trop visibles. Elles avaient été remplacées par des montages plus élégants, plus présentables, mais les mécanismes de fond étaient les mêmes. Je comprenais maintenant ce qui m'avait réellement été reproché. Pas une fraude, pas une erreur, une traçabilité excessive. J'avais laissé trop de liens logiques, trop d'explications cohérentes. Il avait suffi de les isoler, de les sortir de leur contexte pour me désigner comme point de convergence. Le reste avait suivi naturellement. Personne n'avait eu besoin d'inventer grand-chose. Mon motif n'était pas la vengeance au sens ordinaire. Je ne cherchais pas à faire souffrir. Je n'éprouvais aucune haine durable. Ce que je ne supportais plus, c'était la stabilité apparente construite sur un déplacement volontaire de responsabilité. Le fait que certains puissent continuer à parler de gouvernance, de rigueur, de morale économique, sans que rien ne vienne perturber cette narration. Le message est revenu, cette fois avec une proposition. Un rendez-vous. Paris, gare de Lyon. Hall 3, un mardi. 18h10. J'ai accepté sans discuter des détails. J'ai pris un billet de train le matin même. Seconde classe. Aller simple. L'homme qui m'attendait ne correspondait à rien de précis. 35, 40 ans, vêtements standards, aucun signe distinctif. Il a prononcé mon prénom comme s'il le connaissait depuis longtemps. Il n'a pas donné le sien. Il a parlé calmement. Il savait pour le procès, pour les montages, pour Maman Valine Capital. Il n'a rien appris que je ne savais déjà. Mais il a confirmé une chose essentielle. Je n'étais pas le seul à avoir remarqué les incohérences. Il ne m'a pas demandé de témoigner. Il a dit que cela n'aurait servi à rien. Il a évoqué d'autres voies, d'autres temporalités. Il a mentionné des journalistes, des autorités étrangères, des partenaires institutionnels peu enclins au scandale, mais très sensibles à certaines lignes comptables. Il m'a expliqué que ce type de structure ne s'effondre jamais d'un seul bloc, qu'il faut agir par segments, par ajustements successifs. J'écoutais sans prendre de notes, je connaissais déjà cette logique. Je l'avais appliquée pendant des années, dans l'autre sens. Quand il a sorti une clé USB de sa poche, j'ai compris que la décision était déjà prise. Pas par lui, par moi, bien avant cette rencontre. Il n'a pas insisté. Il a simplement dit qu'il me faudrait être précis, patient, que chaque information transmise devait être exacte, vérifiable, replacée dans une chronologie incontestable. Les approximations seraient inutiles, dangereuses.
Je n'ai pas posé de questions sur ce que je recevrais en échange. L'argent n'était pas mentionné. La réhabilitation non plus. Ce point était clair. Mon nom ne serait jamais lavé. Il resterait associé à ce qu'il était déjà devenu. Une variable sacrifiée. Le point de non-retour ne s'est pas situé au moment où j'ai pris la clé USB, mais plus tard dans le train du retour, quand j'ai ouvert un dossier précis. Un montage datant de 6 ans. Refusé officiellement. Repris partiellement 2 ans plus tard sous une autre entité. Validé cette fois. J'ai reconnu mes propres annotations, légèrement reformulées. J'ai vu comment la responsabilité avait été diluée, puis effacée. À partir de là, la suite n'était plus une hypothèse. C'était une suite d'actions techniques, des transmissions ciblées, des délais calculés, des silences volontaires. Je savais exactement à qui chaque information ferait le plus de dégâts, non par son contenu, mais par le moment où elle serait révélée. Je ne ressentais toujours rien de spectaculaire. Pas d'excitation. Pas de peur marquée. Seulement une concentration accrue, la même que lors des périodes de clôture quand aucune erreur n'est tolérable. Ce que j'allais faire ne réparerait rien. Cela ne rendrait pas le temps. Cela n'améliorerait pas le système, mais cela introduirait une discontinuité, une rupture mesurable, et c'était suffisant. À partir de ce jour, je n'ai plus observé. J'ai commencé à agir. Agir ne ressemblait pas à ce que l'on imagine de l'extérieur. Il n'y a pas eu de geste spectaculaire. Pas de révélation brutale. Seulement une suite de transmissions espacées, calibrées, presque administratives. Je travaillais le matin, toujours tôt. Les mêmes horaires que jadis, je classais. Je vérifiais. Je supprimais ce qui pouvait prêter à discussion. Chaque fichier envoyé devait pouvoir être compris sans moi. Les premiers effets ont été discrets. Une question parlementaire restée sans réponse. Un audit annoncé puis reporté. Un partenariat suspendu pour raisons techniques. Je suivais ces signaux sans y attacher d'émotion particulière. Ils confirmaient seulement que les informations avaient atteint les bons relais. Rien de plus. Puis le rythme s'est accéléré. Un article s'était paru dans un journal économique étranger. Pas de nom cité, mais des structures reconnaissables. Une semaine plus tard, une banque s'est retirée d'un financement clé. Officiellement, pour des raisons de conformité. Officieusement parce qu'un dossier précis avait été ressorti. Je savais lequel. Je l'avais annoté moi-même des années plus tôt dans un contexte tout autre. Je continuais à vivre simplement. Mon compte approchait de 0. Cela n'avait plus d'importance. L'homme de Paris ne m'a jamais recontacté directement. Il n'en avait pas besoin. Tout se faisait par intermédiaire, par glissements successifs. Personne ne pouvait désigner une cause unique. C'était essentiel. Quand la Marquet est apparu dans la presse, ce n'était pas comme protagoniste principal, seulement comme ancien consultant. Son nom était noyé parmi d'autres, mais sa voix, lors d'une interview improvisée, n'avait plus la même assurance. Il parlait lentement, choisissait ses mots. Je l'ai reconnu à ce détail. La perte de fluidité. Les conséquences se sont étendues au-delà de ce que j'avais anticipé. Une filiale liquidée, un conseil d'administration dissous, une fondation fermée pour réorganisation. Les montants évoqués restaient abstraits pour le public. Pour moi, ils avaient une matérialité précise. Je pouvais retracer chaque euro déplacé. Chaque date avait un sens. Un matin, j'ai reçu une notification judiciaire. Pas une convocation. Une information. Mon nom figurait en annexe, sans commentaire. J'ai compris que mon rôle était connu, mais non exploitable. Trop tard, trop diffus. Je n'étais plus nécessaire. C'est peu après que j'ai quitté Lyon. Sans prévenir. J'ai laissé l'appartement tel quel, les clés sur la table. Je n'avais plus besoin de cet espace. J'ai pris le premier train disponible, peu importe la destination. Le mouvement suffisait. Je me retrouve maintenant dans cette pièce vide, avec ces papiers qui n'ont plus d'utilité immédiate. Les conséquences qu'on a sont en cours. Elles se déploient sans moi. Je n'attends ni reconnaissance ni réparation. Ce serait une erreur de logique. Si quelqu'un écoute ceci, il pensera peut-être à une vengeance. Ce n'en était pas une. C'était un rééquilibrage tardif, une correction minimale. Le système continuera, légèrement modifié, comme il l'a toujours fait. Il est presque 3 heures. Le néon bourdonne toujours. Je vais éteindre l'enregistreur. Le reste ne me concerne plus.